Bienvenue dans Les Pionnières, ce podcast de celles qui ouvrent la voie. Je suis Isabelle Grosmaître et je vais aller à la rencontre de femmes audacieuses qui sont dirigeantes, entrepreneurs, scientifiques, sportives et au-delà. Ensemble, nous allons mieux comprendre ce qui guide leurs choix et leurs convictions sur ce chemin. Ce podcast se veut une boîte à outils inspirée du réel pour celles et ceux qui veulent changer le monde. Ce podcast, Les Pionnières, a été réalisé par Big Media en collaboration avec BPI France et Goodness & Co. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mercedes Herra, présidente du conseil de surveillance du groupe BETC. Mercedes incarne tant ce rôle de pionnière. Pionnière parce qu'elle a cofondé BETC, qui est une agence aujourd'hui reconnue comme une des plus créatives au monde. Pionnière parce qu'elle a fait de la communication un levier puissant des marques au service de la société. Bonjour Mercedes, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour, je suis ravie d'être là. Du coup, j'ai envie de te poser une première question pour comprendre un peu qu'est-ce qui a guidé tes choix sur ce parcours. Tu as choisi déjà il y a bien longtemps de créer une agence de com, BETC. Pourquoi tu as choisi ce chemin ? C'est pas tellement moi qui ai choisi ce chemin, c'est le chemin qui m'a amené je ne sais comment à la com, puisque moi j'avais choisi d'être prof de lettres classiques, parce que j'ai émigré en France, j'ai adoré le français, et puis je pense qu'une petite fille, ça sent le chemin de l'intégration, et pour moi l'intégration, c'était la langue française que je trouvais magnifique. Tu as exercé d'ailleurs en tant que prof ? Une année, j'avais l'impression que c'était en fait quelque chose d'extrêmement compliqué que d'enseigner, et qu'on ne s'en parlait pas. Donc j'étais troublée, donc comme j'étais toute jeune, je faisais des bêtises. Donc mes bêtises, c'était, j'appelais la directrice, je disais, il faut que vous veniez dans mon cours. Elle disait, il faut que je vienne dans votre cours. Oui, parce que je veux discuter, je ne suis pas sûre. Évidemment, je suis sûre de ce que je sais, mais je ne sais pas si ça fait du bien aux élèves. Elle s'est dit, on a une folle parmi nous, ou on a quelqu'un d'un peu nerveux. Après, je voulais que l'inspecteur m'inspecte souvent. Donc là, voilà, c'était en décalage. Et mon obsession, c'était qu'est-ce qu'ils comprennent. C'est-à-dire, bon, c'est très bien, j'ai appris plein de choses, je sais plein de choses, mais eux, qu'est-ce qu'ils comprennent ? Ils sont sympas avec moi parce que je suis sympa, mais qu'est-ce qu'ils comprennent ? On y reviendra si tu veux bien. Et du coup, alors j'ai envie de te reposer à nouveau cette question sur le choix de la communication. Alors, pourquoi la com ? Quand j'ai appris que peut-être j'étais pas fonctionnaire à vie ou j'étais pas la reine de ça, moi, j'avais pas les moyens de m'arrêter de travailler. Donc, pendant l'été, j'ai passé HEC et... Pendant l'été, tu as passé HEC ? Oui, il y a un HEC pour entrer en direct quand on a beaucoup de diplômes, ce qui était mon cas. Et donc, j'ai préparé, surtout la comptabilité, parce que alors là... mais moi, je me suis dit, c'est un peu comme être épicière. Et quand j'étais petite, je jouais à être épicière, donc j'ai appris. Puis il y avait beaucoup de matières. J'avais eu une formation formidable en hypocagne, cagne, rocagne et tout. D'accord. Et donc, j'ai passé... Les matières ne m'affolaient pas. J'ai passé ça. Et je suis rentrée à HEC. Et à HEC, ils ont trouvé que c'était tellement bizarre d'avoir une jeune femme comme moi. Ils ont eu la gentillesse. J'ai eu une bourse. Et donc, ils ont pris en charge mes études. Donc, j'ai rejoint le rang d'HEC. Et HEC, c'est plutôt comme toutes les écoles de commerce et grandes écoles, que ce soit la Bocconi, que ce soit Londres, l'économie. C'est des écoles qui sont très sur le modèle américain. Donc, ils commencent par vous dire vous allez y arriver, vous êtes formidable. Alors moi, c'était bien parce que, comme on ne me l'avait pas toujours dit, ça créait un joli équilibre. Après, si vous le dites tout le temps à des gens, ça les rembête. Moi, ça créait un joli équilibre. Et donc, j'ai fait des stages de contrôle de gestion. Je me suis dit, peut-être pas toute ma vie. Et puis, j'ai fait un stage dans la com. Franchement, je suis rentrée en me disant, je fais un stage et j'en sors. Et j'avoue que je ne savais pas très bien où j'irais à la fin de cette histoire, parce que j'aimais bien quand même le professorat. Donc, j'étais un peu perdue. Et 15 jours après, j'étais sûre que c'était ça. J'étais sûre. Quel a été le déclic ? C'est génial, c'est un métier génial. Je fais que réfléchir. La réflexion est liée à l'action. Ça, j'adorais. Le fait qu'on réfléchissait pour agir et pas pour se faire plaisir, j'adorais.
on travaille, on essaie de comprendre. Pour persuader quelqu'un, il faut comprendre ce qu'il est. Donc on passait notre vie, enfin moi je passais ma vie à essayer de comprendre les gens, qui ne sont pas que des consommateurs, c'est des gens. Et ça j'adorais. Alors moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est la littérature. Parce que je comprenais pourquoi elle me disait ça. Je me disais, dans Proust, ils expliquent ça, la psychologie qui fait que on pleure davantage devant des drames qu'on lit que devant des drames qu'on vit. Avec quelqu'un à côté qui souffre, on l'oublie. Des tas de choses comme ça. Et rechercher ça, parce qu'en fait, ce que nous, on appelle les insights, c'est les choses importantes sur lesquelles on va pouvoir appuyer et qui vont persuader les gens. Ça, j'adorais. Le fait de rendre ça créatif à un moment donné, de trouver des langages, parce que nous, notre enjeu, ce n'est pas de la culture, mais quand même, on utilise les éléments de la culture, évidemment. De trouver ça, d'aider des créatifs à sortir une idée, parce que selon ce que vous mettez dedans, ça sort ou ça ne sort pas, j'adorais. Et puis, j'aimais bien l'éloignement par rapport aux entreprises, c'est-à-dire, j'adorais Danone, mais je n'étais pas chez Danone. Je me souviens, on s'est croisés là, d'ailleurs. Donc, je n'avais pas à obéir à Franck Ribot. Et ça, c'était bien. Moi, j'aime pas obéir. J'avais une distance d'analyse. Donc, je me suis dit, là, c'est un bon plan, ils m'ont fait mon métier. Et j'ai toujours une émotion pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que c'est hyper dur de trouver son métier. Comment on trouve son métier? Mais j'en sais rien. Moi. Et d'ailleurs, je crois que les jeunes vont exercer 7 métiers différents. Oui, mais bien sûr. Aujourd'hui, c'est les derniers insights. C'est vrai, mais ça, c'est parce qu'ils sont... c'est le bordel, la vie change, le net et tout. Mais on n'a que quelques passions dans la vie. Donc, il faut qu'ils trouvent leur passion. Et s'ils ne trouvent pas leur passion... Aujourd'hui, on leur met trop de salade dans la tête en expliquant que le travail, ce n'est pas important. C'est un gag. Bien sûr que c'est important. Et il faut le rendre passionnel. C'est la valeur du travail ou la valeur de l'effort? C'est pareil pour moi. D'accord. De toute façon, moi, je trouve que quand on a un grand loisir et qu'on veut bien le faire, on travaille. Je ne vois pas la différence, quoi. Les gens qui courent, ils font des... c'est hyper fatigant, ce truc. Ils travaillent. Donc, je ne vois pas. Et après, je pense qu'on a une chance. Quand on a fait des études... On a le droit de choisir là où on va. On ne va pas aller là où on s'ennuie, où on considère qu'on fait ça, mais ce n'est pas important. Merci. Après, il n'y a pas que le travail intellectuel, il y a le travail des gens qui font des tas de choses. En France, on pense qu'il y a une différence de noblesse dans le travail. Mais vous savez, vous êtes dans la chaîne, il faut quand même s'appliquer, quoi. Hein. Et si vous faites le ménage, si vous êtes intelligente, c'est mieux que si vous êtes bête. Donc, les gens croient qu'un métier, menuisier, etc., ça n'exige pas des qualités intellectuelles. Mais ça exige énormément de qualités. Et donc, tout le travail, tous les travaux que font les gens sont dignes de respect. Et eux-mêmes ont une fierté. Les ouvriers, ça a une fierté. Moi, j'ai un souvenir d'avoir été à Grenoble voir des immigrés qui étaient venus en France à l'époque où il fallait reconstruire la France. Et entre autres, ils avaient fait... les Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble. Et alors, j'étais avec ces vieux monsieur qui me racontaient leur vie, leur histoire, et chacun me disait, moi, il faut que vous veniez parce que j'ai fait ce trottoir-là, moi, j'ai fait ce bâtiment-là. Ils étaient pleins de fierté. Moi, je pense que ça, on a besoin de retrouver parce que sinon, on perd la tête. Trouver ce à quoi on peut contribuer. Bien sûr, on est là pour faire quelque chose. Bien sûr. Donc... Voilà, si vous ne voulez pas recevoir d'argent, vous n'appelez pas ça travail. Moi, j'aimais mieux travail parce que j'aimais bien l'idée d'avoir un peu de sous à la fin. Voilà. Et alors, du coup, par rapport à la com, parce que c'est aussi ça notre échange, c'est par rapport à tous ces enjeux du monde, que ce soit la démocratie dont tu parles souvent, mais aussi comment on peut contribuer à un monde meilleur, tout simplement. Quel est le rôle de la com et des marques? Parce que tu joues un rôle déterminant sur ce sujet. Bien sûr. Alors, la com, c'est la vie. Ça n'existe pas, une vie sans com. Les gens, ils communiquent. De toute façon, ils ont tout dans la tête. Moi, j'ai été assez émue, parce que quand j'ai commencé à travailler dans ce métier, au début, je voulais dire toute la vérité aux gens. Donc, j'étais là à dire, mais
le consommateur, il n'en veut pas toujours de votre vérité. Et quand il a décidé qu'il n'allait pas vous écouter, il ne vous écoute pas. Hein. Vous dites, mais j'ai des preuves, les médecins et tout. Et lui, il dit, je m'en fiche, c'est ma vérité qui compte. Et quelle vérité? Celle qu'on a dans le mental. Nous, dans notre métier, ce qui est assez fascinant, c'est que moi, j'aime les gens qui ont un point de vue. Donc, je ne suis pas une fille du marketing, c'est-à-dire on va faire pour le consommateur ce qui l'arrange, ce qu'il veut bien, etc. Je pense que les entreprises doivent avoir un point de vue. Alors je ne vous raconte pas pour les hommes politiques, j'aime bien qu'ils aient un point de vue. Avant de communiquer, qu'est-ce qu'on a à dire? On fait quoi? On sert à quoi? Etc. Et quand ceci est énoncé, ce qui est déjà un métier, moi je passe beaucoup de temps à dire, je ne comprends pas ce que vous me dites, hein. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ou alors ce que vous dites, c'est rien, parce que comme vous ne voulez pas vous engager, on ne comprend pas si c'est à droite, on ne comprend pas si c'est à gauche, on croit que c'est ensemble, et ensemble, c'est compliqué. Donc j'essaie de faire dire les choses. Mais quand vous avez ça en main, il y a un deuxième temps, c'est de comprendre si les gens vont recevoir ce que vous allez dire. Et là, vous rentrez dans leur tête. Et l'imaginaire est très important, enfin ce qu'ils ont dans la tête, et c'est pas le bordel là, ce qu'il y a dans la tête, c'est très organisé et tout, il faut arriver à comprendre quels vont être leurs freins, qu'est-ce qui les énerve quand vous parlez, parce que si vous les rentrez, passez comme ça, à la hussarde, ça marche pas. Et donc c'est bien ce croisement entre qu'est-ce qu'on a à dire aux gens et comment on peut le dire, et à quoi faut-il faire attention, qu'est-ce qu'il faut toucher. Et ça c'est valable aussi pour tout. Pour tout dans la vie. Pour tout. C'est là où je te rejoins sur la com, c'est la vie. C'est par rapport aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent. Avoir un point de vue sur le sujet, avoir un point de vue, une volonté de contribuer à quelque chose et avoir un point de vue sur le sujet, c'est déterminant en fait. Bien sûr. Et pourquoi les gens... je vais te raconter une histoire qui... Je reçois un jour un prix et j'étais la 5e qui recevait le prix. Avant, il y avait 4 patrons. Et à chaque patron... il a dit, bon, ben moi, je fais ça et ça. Et c'est pas de la com. Bon, premier patron, ça va, bon, ça va. Deuxième patron, il dit pareil. Quatrième patron, c'est pas de la com. Donc moi, je suis arrivée, j'ai dit, moi, c'est de la com. Et j'ai dit, mais sans de la com, ça n'existe pas. Il raconte n'importe quoi. De toute façon, la com, ça peut être bien ou pas bien. Si ce que vous avez à dire, c'est monstrueux, ben, je sais pas, il y a quelqu'un qui est très brillant en com, c'est Trump. Il est très brillant. Pourquoi? Parce qu'il touche les gens. Après, on ne sait pas très bien ce qu'il dit, mais il touche les gens. Donc, la com, on vit là-dedans. Donc, comment est-ce qu'on se débrouille? Ça n'existe pas. Les gens ne peuvent pas comprendre. Vous savez, quand les gens sont archi-déprimés, ça ne va pas du tout, à ce moment-là, ils ne parlent pas, ils n'ont pas... Mais si... ils vont bien et ils ont une histoire, ils ont un point de vue dans la tête, etc. Et vous voyez, moi je travaille beaucoup sur la nourriture. Ben, la nourriture, la com, c'est très important. Parce que vous racontez des histoires, mais si je vous mets un blind test, enfin si je fais un blind test, je vous cache les yeux, ben, vous êtes paumé quand même. Donc votre imaginaire, il aide à trouver ça bon. Il pense aux petits producteurs qui ont fait ça. Il rêve. Mais c'est ça l'être humain, c'est la magie humaine. J'ai contribué, j'ai passé beaucoup de temps à être présidente de Human Rights Watch, dont l'enjeu c'est de dire la vérité sur les droits humains. C'est-à-dire pas de prendre parti pour Israël ou pour Gaza, non. De dire est-ce qu'on a respecté les droits humains? Dans cette guerre, on a respecté ce qu'on avait écrit dans les droits humains, c'est-à-dire qu'on n'allait pas faire sauter les écoles, tomber sur les civils, etc. Et ça, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on recueille la vraie vérité? Parce que les journaux, hein, souvent les journalistes regardent avec mépris la communication, et pourtant, c'est plus carré que le journaliste. Le journaliste, il a un point de vue. Moi, je lui en veux pas. Quand je lis Le Monde, je sais d'où il parle. Hein, voilà. Donc, quand on lit Le Figaro, on sait où ils sont. Donc, on ne va pas se la raconter. Ils ont un point de vue. Donc, mais au-delà de ça, comment on dit quelque chose qui est la pure vérité? C'est un truc très, très, très compliqué. Oui, c'est pas si simple. Alors, du coup, j'ai envie de te poser la question sur ces human rights. Pourquoi tu t'es engagée sur ce sujet? Parce que pour moi, les droits humains, c'est le socle du monde. C'est-à-dire l'égalité homme-femme, c'est un socle. Donc, moi, je n'accepte pas qu'on me dise c'est occidental. C'est pas vrai d'ailleurs, parce que lorsqu'ils ont été écrits, il y avait
des gens de l'Orient, donc qu'on ne nous raconte pas ça. C'est ce qui permet à un moment, on me dit, mais c'est relatif, c'est normal qu'elle soit maltraitée là-bas. Ben non, c'est pas normal qu'elle soit maltraitée là-bas. Parce que je pense qu'il faut croire en des choses extrêmement simples. Et les droits humains, c'est extrêmement simple. C'est qu'est-ce que tu fais pas à l'autre, comment tu le traites, comment tu respectes, c'est quoi la liberté de l'autre par rapport à la tienne. C'est des choses aussi simples que ça. Donc ça, je trouve que c'est... Moi, j'avais un combat sur les femmes, mais je trouvais que le combat global sur les droits humains était un combat très important. Et sur les femmes, hein, parce qu'on s'est croisés plusieurs fois. Les femmes, ça a été très important. Pourtant, pour plein de raisons, ça a été important pour moi, parce que d'abord, je suis née femme. Et quand j'ai eu 6 ans, j'étais très, très sensible à ma maman, à ce qu'elle faisait, à mon père qui allait travailler, ma mère qui était à la maison. Je comprenais déjà pas très bien. Hein, c'est-à-dire que j'avais quand même... Je pensais que pourquoi on n'était pas tous traités de la même façon. Et puis j'avais une maman totalement étonnante, très fatigante. C'était la reine du bordel. Donc moi, ça m'a épuisée. Elle faisait du bruit pendant que j'étudiais, enfin n'importe quoi, quoi. Et elle n'aimait pas faire à manger. Elle voulait venir à la cantine avec moi. Ma mère était invraisemblable. Elle essayait des vêtements, puis elle posait tout ça dans le lit. Quand mon père arrivait le soir, il ne pouvait même pas rentrer dans son lit, quoi. Elle est la reine du bordel. Mais elle était tellement craquante parce qu'elle disait la vérité. Elle disait, mais moi, j'aime pas trop faire le ménage tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de salir ce que je fais. Personne lui donnait des sous. Mon père, de temps en temps, avait des gentilles phrases du type c'est moi qui gagne l'argent. On adore. Et ma mère, elle était génialement intelligente. Donc je me disais, mais pourquoi on la réduit comme ça? Et ça m'est venu très tôt. Donc je n'aimais pas ces réductions. Et moi, je ne me suis pas projetée là-dedans. Je me suis dit, oh là là, mon père, il a l'air de se marrer davantage que ma mère. Moi, je vais faire comme mon père. Hein. C'était tout. Je ne compliquais pas les choses plus. Je me disais, je vais travailler, ça a l'air plus cool. Puis il vous donne des sous, ça a l'air plus cool. Et tu as fait beaucoup d'ailleurs pour les femmes. Oui, j'ai senti que... Enfin, je suis toujours en colère. C'est quoi ta vision actuelle du monde sur ce sujet? Ça ne va pas, quoi. Hein. Il faut se dépêcher de faire monter les femmes, hein, parce que ça ne va pas. Ils ont fait n'importe quoi, là. Non, c'est grave. Il y a un retour sur les droits humains, il y a un retour sur les femmes. Je pense qu'on a un monde très bizarre, en fait. On a un monde qui a avancé technologiquement de façon incroyable. Puis d'un autre côté, vous avez l'impression que c'est le Moyen-Âge. Parce qu'on est très content que Trump ait réglé ça, mais on est quand même assez effrayé par le personnage. Enfin, moi, je suis effrayé. Qui ne croit pas à la science, l'écologie, c'est pas la peine, ça ne se réchauffe pas la planète, on s'est gouré. On est où? On est au Moyen-Âge. Et entre les figures de Poutine et les figures de Trump, on est au Moyen-Âge. Alors du coup, on ne va pas parler de rôle modèle, mais on va parler de leadership. Aujourd'hui, parce que pour construire justement cette société dont on a tous envie, qui soit plus juste, plus inclusive, plus durable, on a besoin de réinventer des modèles quand même. On a besoin de redessiner un peu les règles du jeu. Et alors, si on redessine aujourd'hui le leadership, c'est quoi les qualités pour toi essentielles d'un leader aujourd'hui dans cette phase-là? Il y a plusieurs types de leaders. Moi, je ne demande pas aux patrons des entreprises d'être leader surtout. Moi, je suis comme je suis. Il se trouve que l'intervention dans le sociétal était pour moi très importante. J'oblige pas chaque patron de boîte d'aller exactement dans la même direction. Moi, je pense que les gens sont sensibles. Le leadership dans lequel on est sensible, c'est un vrai engagement, une sincérité d'engagement. Donc cette sincérité d'engagement, je l'aime partout, moi, parce que je suis un peu primaire et direct. Donc je l'aime partout. J'aime bien les gens qui pensent quelque chose, qui grognent pas, mais qui le font. C'est-à-dire, j'aime pas toujours geindre. Moi-même, l'écologie, faut pas me la faire triste. Ça sert à rien, ça m'énerve. Je trouve ça désagréable en écologie quand on dit aux gens « consommez moins ». Et puis là, moi je travaille avec Leclerc et je sais qu'à partir du 15 du mois, ils ne peuvent plus acheter de viande, de poisson. Et ils nous regardent « consommez moins les gars ?» Oui, bonne idée. C'est pas nous, c'est vous les riches qui consommez beaucoup. Et on sait d'ailleurs qu'ils consomment beaucoup par rapport aux autres.
Donc, c'est pas ça le monde de demain. C'est pas du moins, c'est du plus. Donc, oui, il faut changer des choses. Le rêve idéal, ça serait quand même d'avoir un capitalisme un peu moins voyou, quoi. Un peu plus... Moi, je suis libérale, hein. J'ai besoin de liberté dans l'entreprise, etc. Mais je suis très sociale aussi. Donc, on va dire que j'aimerais... Mais à la fois, dans notre échange, ce que j'entends, c'est la sincérité, la vérité, mais pas forcément l'engagement que tu nommes sociétal. Ben moi, je pense que faire bouger le monde, c'est trouver un équilibre entre cette liberté économique et l'engagement sociétal. Alors moi, je ne peux pas être dans un monde où tout le monde n'est pas soigné. Alors du coup, tu es aujourd'hui dans ce podcast Les Pionnières, parce que tu es et tu représentes à nos yeux une pionnière. Qu'est-ce que ce mot évoque pour toi ? Il évoque, les pionnières, ça évoque, ça m'inquiète un peu, parce que j'ai souvent été première femme donc pas aussi géniale que Simone Veil, hein, pas aussi géniale que Françoise Héritier, donc une vraie petite première femme, mais quand même, je suis rentrée dans une agence de pub, le patron m'a convoquée, m'a dit « la première fois que j'engage une femme », j'étais là, mais il est dingue, qu'est-ce qu'il me raconte ? Ah oui, et pourquoi ? Ah non, mais c'est un métier dur. Ah bon ? Bon. Il n'est pas dur ce métier, il est génial. Donc, quelle comédie se joue là sur les... Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, quand je suis devenue directrice générale à l'époque, avant BETC, j'étais chez Saatchi. Les Anglais ont quand même... demandé à mon président de faire une enquête parce que c'était rare, une femme comme ça. Qu'en pensaient les clients ? Non mais... Quand je suis arrivée à la ACC, c'est-à-dire l'Association des agences conseils en communication, que je suis rentrée, il y avait 39 garçons autour de moi. Les agences étaient dirigées par des hommes. Quand je suis devenue présidente de cette même ACC, de cette même association, j'étais la première présidente. Waouh! Quand je suis devenue présidente des alumni HEC, je crois que je l'ai fait exprès parce que j'étais la première présidente. Je me suis dit, si je ne prends pas ça, quand est-ce qu'il y aura une première présidente ? Donc c'est tous ces premières. Mais est-ce que... ce n'était pas mon objectif. Moi, je veux juste... moi, j'ai toujours... Il y a des femmes, quand on a fait le Women's Forum, on sentait qu'il y avait des femmes que la masculinité avait arrangé. Moi, pas du tout. Moi, quand il n'y a pas de femmes, je manque de femmes. Donc, moi, dans une autre vie, j'ai beaucoup vécu avec des femmes, j'ai besoin de femmes. Voilà. Donc, moi, je les trouve formidables. Quand je suis arrivée quand on a bâti BETC, j'étais quand même entourée de 2 garçons. Ils m'ont dit, tu sais, tu vas avoir des problèmes avec cette personne et cette personne. C'était des femmes, elles sont jalouses. Vous êtes dingue, de quoi vous me parlez ? Et moi, comme je n'ai jamais été jalouse, personne n'a jamais été jaloux de moi. C'est la jalousie, je dis, elles ne sont pas jalouses. Puis j'allais les voir, et puis elles devenaient très gentilles. Donc, c'est quoi ? Alors, tantôt, les femmes étaient jalouses, tantôt, les mecs étaient misogynes. Enfin, bref, je ne pouvais rien faire, alors, entre les femmes jalouses et les mecs misogynes. Donc, non. Il faut rejeter tout ça. Mais du coup, les pionnières, pour nous, ça nous inspire le fait qu'elles ouvrent la voie et qu'elles emmènent derrière elles. Moi, j'aimais l'idée d'embarquer. De toute façon, j'aime l'idée d'embarquer les filles et les garçons. Hein. Embarquer l'agence, embarquer. Et pour ça, je pense qu'il y a des règles. C'est quoi les règles ? De ne pas embarquer de façon médiocre, c'est l'exigence qui embarque. Moi, je ne suis jamais gentille. Parfois, ils se disent « Oh là là, elle a encore dit... » Mais je dis la vérité, je dis « C'est un peu stupide, là, ce qu'on est en train de faire. Vous avez vu la pub qu'on fait, oh, j'ai honte. » Voilà. Et puis, en plus, comme on ne peut pas m'arrêter, je le dis devant le client. Donc là, ils sont désespérés. Ils se disent « On va le perdre, ça va être très désagréable. » Pour moi, l'exigence, elle continue à être clé, l'exigence intellectuelle. Voilà, il n'y a pas de drame, on peut rater, si on réussissait tout, on le saurait, mais il faut au moins se le dire. Et après,
le fait que vous voulez que les autres y réussissent. Donc vous allez leur raconter. Vous voyez, il y a un truc qui m'obsède, moi, c'est est-ce qu'on a assez donné d'infos à la personne pour qu'elle ait plus besoin de toi, de moi. Hein, est-ce qu'on l'a bien nourrie? Est-ce qu'on n'a pas gardé ça pour soi? Ça, c'est très important pour moi. Qu'est-ce que tu as appris sur toi au fur et à mesure de ces années? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Je ne sais pas. J'ai appris... quand je me lève le matin et quand je vais à l'agence, je me dis, maintenant, j'ai beaucoup transmis, hein, donc j'ai beaucoup délégué mes pouvoirs. Pas mon travail, mais mes pouvoirs, oui. Donc bientôt, je vais être une étudiante. Parce que je n'aurai pas de pouvoir, mais il faudra que je persuade. Ça, j'aime bien. Pas de pouvoir d'autorité, mais avoir l'autorité. Ça, j'aime bien. Ce que j'ai appris, c'est que quand j'arrive à l'agence, je me dis toujours, est-ce que tu mérites? Est-ce que tu mérites d'avoir été la patronne, d'être là, d'être super bien considérée? Moi, quand j'arrive, j'ai tout mon service, les jeunes femmes qui font à manger, qui m'amènent des crêpes, des trucs et tout, à moi. Je me dis, mais je suis traitée comme la reine de Saba, quoi. C'est trop gentil, ils sont trop gentils avec moi. Est-ce que je mérite? Et donc, je suis super angoissée par le fait de est-ce que j'apporte quelque chose? Et parfois, au cours de la journée, je me dis, bah oui, quand même, là. Là, il y a encore une différence. Et ça évolue au fur et à mesure des années. Tu as appris ça? Oui, j'ai appris que... Non, je n'ai pas appris ça, mais c'est devenu plus prégnant avec les honneurs, si je dirais. Plus j'ai d'honneurs et plus je me dis, il faut que je mérite. Et donc, plus il faut que j'ai un écart où je me dis... Et pourtant, j'aime l'intelligence des autres et j'aime quand l'intelligence des autres me dépasse. Mais j'ai besoin d'apporter quelque chose, quoi. Donc, qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'apporte chaque jour? Et je déteste le contentement des gens et des grands patrons et tout. J'ai toujours envie de leur dire, oh, ça, vous faites moyen et tout. Parce que j'aime pas le contentement, voilà. Après, j'ai appris, pas purement par l'agence, mais aussi purement par la vie, parce que j'ai 5 garçons et j'en ai qui me posent des problèmes, qui m'angoissent, qui m'inquiètent. Ils m'ont appris, ceux qui avaient d'immenses difficultés, parce que j'en ai qui ont d'immenses difficultés, ils m'ont appris encore d'avoir plus d'empathie, de ne jamais croire que ça se passe parce qu'on veut. On veut, on peut. Je dis plus jamais ça. On veut, on peut, non, pas toujours. C'est pas vrai. Non, tout le monde... c'est qu'une question de mérite. Non, c'est plus compliqué que ça. Moi, j'ai une petite sœur. Elle est géniale. Elle travaille plus que moi, ce qui est invraisemblable. Je n'ai jamais trouvé d'autre que ma sœur pour travailler plus que moi. Et elle gagne une misère. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Elle s'occupe d'une école de musique où chaque année, elle ne sait pas si la DRAC va lui donner de l'argent, pas lui donner de l'argent. Enfin, c'est des fous, quoi. Elle est en instabilité totale. Elle bosse tout le temps. C'est hyper émouvant, hyper émouvant. Et le jour où je lui ai dit, mais tu sais quand même, tu gagnes pas grand-chose, quoi, le truc. Elle m'a dit, me le dis pas trop, parce que ça me fait mal et moi, je veux pas y penser, je veux pouvoir me donner complètement. Je lui ai dit, écoute, continue, on va se débrouiller. Qu'est-ce que tu aurais aimé, Mercedes, qu'on te dise à 20 ans? J'attendais pas... souvent, on parle de mentors, Moi, j'ai tout eu, ils m'ont tout dit, des crétineries, des saloperies, des trucs géniaux. Il y a tout dans la vie. Donc, je pense que les baffes que j'ai pris et tout, on ne peut pas prévenir les gens de tout, quoi. Hein? Moi, la seule chose dont je me souviens, mais ça n'a aucun rapport, mais c'est toujours lié à mes enfants, c'est qu'un jour, on était dans un bar à Barcelone, et il y avait une dame qui disait la bonne aventure. Et Jean-Paul, mon compagnon, me dit, mais tu vois bien qu'elle n'a pas un sou, faut lui, faut... Je lui dis, mais moi, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais elle n'a pas un sou. Ah bon, d'accord, alors on va... Et elle m'a dit que j'aurais un enfant, ça serait compliqué. Et ça m'est resté toute ma vie. Et je me suis dit, oh là là, vaut mieux qu'ils ne me disent rien, ces gens-là. Et ben, je pense pas, je pense qu'on passe tous par des choses qui apprennent. Par exemple, mes équipes, parfois elles veulent me quitter. Donc, il y en a, je suis contente qu'ils me quittent. Je leur souhaite la plus belle des voies, la plus belle des routes, parce qu'il
Les gens, ils sont pas toujours... ils peuvent être géniaux sans être bons en publicité, quoi. Il n'y a pas de drame. Mais il y en a où je ne veux pas qu'ils me quittent. Hein. Et, parce que le plus important dans mon métier, c'est les gens qui m'entourent. Et donc, je me bats. Alors, quand je me suis battue, sans arrêt et tout, je me bats pendant les 3 mois. Hein. Je n'accorde pas de... Non, je leur dis, vous allez rester 3 mois et je vous embêter tous les jours. Et je les embête tous les jours. Et puis, il y en a qui partent quand même. Donc, quand ils partent, la première chose que je me dis, c'est, bon, ben, je vais m'y remettre demain, je les appellerai, je leur enverrai une bouteille de champagne. Dans 2 mois, je reviendrai. Et puis, au bout d'1 an... Et je pense qu'à des moments donnés, vous avez beau prévenir et savoir que l'autre, ça ne va pas aller là où il va, il faut qu'il la fasse, cette expérience. C'est pour ça que je leur en veux jamais. Je me mets juste à les draguer pour qu'ils reviennent, c'est tout, quoi. Je leur en veux pas. Mais il faut qu'ils fassent cette expérience d'eux-mêmes. Ben, moi, j'ai eu cette chance. Un jour, je me souviens, j'étais tellement rassurante quand j'étais jeune, parce que quand j'étais jeune, je croyais que j'étais responsable de toute l'agence. J'avais un sens des responsabilités un peu élargi. Et donc, c'était presque gênant, quoi. Je croyais que dès qu'il y avait un problème, je croyais que c'était moi, etc. Donc, je rassurais à peu près la terre entière. Et donc, un jour, j'ai fait une compétition. J'étais bien trop jeune pour présenter. Ils m'ont laissé présenter, faire tout toute seule et tout. J'étais nulle. Mais tout le monde s'est laissé avoir parce que j'avais cette foi, cette énergie, etc. Bon, bah, j'ai vu que j'étais nulle à des moments donnés, quoi. Donc, ça arrive et on apprend. Voilà, on apprend. Alors, si on se tourne vers l'avenir, j'ai envie d'abord de te poser une question. C'est un peu ton taux de confiance dans l'avenir, mais dans notre capacité collective. Donc, si je te pose la question, sur une échelle de 1 à 5, quel est ton taux de confiance dans notre capacité collective à construire ce monde 5. Moi, je crois qu'on va y arriver. Je pense qu'on est dans un monde de crétins, et je dis aux gens, soyez gentils, arrêtez de dire que c'est un monde de crétins, mettez-vous-y. Moi, je crois que les êtres humains se sortent de tout. Moi, je pense qu'on va y arriver. Mais il faut beaucoup bosser là, parce que ça ne va pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas, mais j'ai confiance quand même. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes générations qui nous écoutent ? Qui bossent et puis qu'ils participent et qu'ils la fassent, la politique, à la place des autres, au lieu de dire ça va pas, tout, ça va pas. Moi, je m'en fous. Oui, ça va pas, ça, on avait compris. Allez-y. Allez-y, quoi. Pas geindre. On peut détester quelque chose, mais il faut faire quelque chose. Hein, moi, j'aime quand ils gueulent et tout. D'abord, ils gueulent un peu trop par rapport aux gens du passé. Moi, je suis toujours morte de rire quand ils pensent que les problèmes écologiques, c'est leur grand-père, qui, en gros, achetait des fringues 1 fois par an, avait des petites armoires comme ça pour les mettre, et dépensait pas 3 sous. Qui dépense des sous ? Qui achète des fringues tout le temps ? Donc, on ne va pas se retourner et leur dire vous avez fait le réchauffement climatique. Moi, je suis arrivée en France dans les années 60. En France, dans les années 60, il faisait très, très froid. Moi, j'ai cru que mes parents avaient pété les plombs et m'avaient emmenée au pôle Nord. Parce que la France était très froide. Et en fait, le problème n'est pas qu'on a été froid ou chaud, le problème, c'est qu'on a trop bougé vite et qu'on tue la biodiversité et tout. Il y a un vrai problème. Mais à quoi ça sert de se retourner pour agir. Et alors, si sur ce agir chemin... dans une positivité, c'est-à-dire les vieux, ils sont vachement intéressants, les vieux. Moi, j'explique à l'agence. Les vieux, ils sont super forts. Moi, j'ai des clients qui me parlent que de la jeunesse. Et moi, mes plus forts, c'est les vieux. Et ceux qui sont les plus brillants en IA, c'est les plus vieux. Donc, qu'est-ce qu'ils me racontent ? Et les plus créatifs, c'est les grands seniors que j'ai. Et on oppose et tout, on fait... C'est naïf, tout ça. C'est naïf. Et alors, du coup, sur ce chemin, et quel que soit l'auditeur, l'auditrice, quel est, selon toi, l'ingrédient le plus précieux à cultiver ? De garder, malgré tous les emmerdes qu'on a, et je vous promets que j'en ai, garder le bonheur de vivre, quoi, garder la joie, quoi. Vous vous rendez compte la chance qu'on a d'être là ? On veut pas... Moi, je suis en train de préparer aussi... j'ai un certain âge, donc je me dis comment ça va... normalement,
ça ne devrait pas s'arranger totalement, quoi. Il devrait y avoir des petits soucis. Comment je vais les gérer pour être toujours dans la joie? J'ai écouté Madame Lévi-Strauss dans La Voix nue. Et elle raconte, alors il est mort, son mari, il était quand même assez brillant, il avait 60 ans de vie commune, mais elle a dit, c'est quand même une opportunité. Et je trouve ça incroyable qu'une femme qui a aimé tant cet homme, qui a passé sa vie à corriger Triste Tropique, je ne sais pas trop quoi, dit c'est quand même une opportunité puisque j'ai plus à faire à manger à personne, je fais ce que je veux, et donc c'est la veuve joyeuse, quoi, c'est extraordinaire. Et comment est-ce que, malgré ce qui nous arrive, malgré la difficulté, les plus grandes difficultés, ce sont celles de nos enfants, le reste... Je ne vais quand même pas pleurer parce que je n'ai pas un budget, quoi. Vous voyez, il y a quand même une limite à tout dans la vie, quoi. Voilà. Il y a des métiers plus essentiels. C'est pas... Parfois, c'est urgent, ce truc. Je me dis, non, mais ils sont dans un état, quoi. C'est grave. Donc, non. Mais nos enfants qui souffrent et tout, ça nous fait souffrir. Et malgré tout. Moi, j'ai eu un moment de dépression dans la vie. Il a été très efficace. Parce que vous savez, quand vous êtes en dépression, c'est très émouvant. Les gens pensent qu'ils ne sont rien, qu'ils ne valent rien. Et quand ils se lèvent, eh ben, ils sont très tristes. Et de toute façon, ils ne rient jamais parce qu'ils sont tristes, parce ils pensent qu'ils sont rien, qu'ils sont faits pour rien. Et quand vous quittez cette dépression et que tout d'un coup, le matin, vous levez et que c'est bien, c'est quand même génial. Et donc, ça vous aide parce que vous avez un peu d'empathie humaine au lieu de dire bah, toi, tu as 4 mètres, ben non, il souffre, il ne peut pas se remettre. Mais vous avez cette chance de vous dire bon, bah, j'ai un truc à faire, voilà. Et moi, j'ai des nuits un peu perturbées parce que j'angoisse à cause de mes gamins. Et alors, j'ai trouvé un système, bon, il est moyen. Hein. C'est je ne reste pas au lit à tourner comme ça, je me lève et je travaille. Alors ça avance, hein. J'arrive le matin, je suis hyper prête, hein. Mais au moins ça ne tourne pas noir dans la tête. Et je trouve qu'il faut garder, ce sourire pour faire ces combats sur le monde qui est très violent, qui est très dur. On n'a pas envie de ce monde-là, quoi. On n'a pas envie de cette histoire de l'Ukraine, on a envie de la liberté, on a envie de tout ça. Mais il faut garder cet instinct de vie qui va nous permettre de transformer. Alors j'ai envie de terminer par une dernière question, parce que moi je suis assez fan des citations. Et j'ai envie de te demander, quelle est la citation que tu as envie de partager avec nos auditeurs et nos auditrices sur ce chemin? Alors je vais la lire. Merci beaucoup. Parce que en fait, j'aime pas du tout l'exercice des citations. Ah bon? Parce que je cite jamais... ni des mentors, ni des citations, etc. Mais l'autre jour, comme tu m'avais parlé de la citation, pour être très concrète et très vraie, je suis tombée sur un truc que j'ai aimé bien, j'ai trouvé joli, de Jacques Rancière, qui est un philosophe français. Du coup, je suis allée voir Jacques Rancière, le philosophe français, j'ai appris des tas de choses. Je continuerai à préférer le courage du présent à la peur du futur. C'est magnifique. Je continuerai à préférer le courage du présent à la peur du futur. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on ne va pas être effrayé dans la vie, quoi. On ne va pas avoir peur de tout. Soyons courageux aujourd'hui. Merci Mercedes. Tu sais que le courage, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'ai beaucoup écrit dessus. J'ai écrit des manifestes sur le courage. Et le courage, c'est la fermeté de l'âme, la force du cœur qui nous donne envie d'agir dans les situations complexes. Merci beaucoup. Merci à toi.